Il est 11h02. Je vous propose que nous commencions. Bienvenue à tous. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à chacune de nos rendez-vous. Nous sommes au troisième épisode de la saison 1 de nos webinaires Un clic, un projet. Je suis Jérôme Barrier, le directeur général de SEBL Grand Est, et avec moi pour cette présentation, vous avez à l'écran Jean-Louis Morat, qui est notre directeur opérationnel en charge plus particulièrement des process et de la construction. Bonjour et bienvenue. Notre sujet aujourd'hui est un sujet extrêmement important, vraiment d'actualité. Il s'agit du contrat global de performance. Et vous pouvez d'ores et déjà retenir trois grandes idées. Première idée, le contrat global de performance vous permet de sécuriser l'ensemble de l'acte de construire. Deuxième idée, il s'agit d'un engagement réel et durable sur des performances, sur les performances de l'ouvrage. Et troisième idée, tout cela vous permet de lutter efficacement contre les passoires énergétiques. C'est le fil rouge de notre présentation de ce matin. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Un certain nombre de parties. D'abord, une présentation d'ensemble du projet, des études de cas, et notamment l'étude d'un cas qui nous permettra d'illustrer les éléments que nous avons à vous exposer, quelques éléments de méthodologie pour bien comprendre le tout en une demi-heure. Et c'est notre premier engagement. On s'engage à ce que à 11h30, peut-être 11h32, on ait terminé cette partie-là. Et puis après, vous aurez la possibilité de poser des questions auxquelles nous nous engageons, et c'est notre deuxième engagement, c'est de répondre à l'ensemble de vos questions. Pour poser ces questions, vous pouvez le faire dès à présent en utilisant les deux moyens qui sont actuellement sur votre écran. D'abord, vous pouvez envoyer un mail ou un SMS à Océane Orso qui est en face de moi dans la même pièce. Alors, je précise parce que j'ai pas de masque qu'elle est protégée par un plexiglas. Voilà, donc les distances sont respectées. Elle me donnera en fin de présentation les questions afin que nous puissions répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas. Un petit point technique sur votre écran. Je vous recommande de régler votre écran, et il n'y a que vous qui pouvez le faire, pour bien avoir la présentation PowerPoint en prioritaire sur vos écrans de façon à bien pouvoir suivre. Alors, qui sommes-nous en deux mots SEBL Grand Est? Nous sommes un opérateur de projet pour le compte des collectivités de l'ensemble de la région Grand Est. Ça fait 65 ans, plus de 65 ans même que SEBL Grand Est, service du territoire. 35 collaborateurs à vos côtés et environ 110 opérations actuellement en cours. Alors des opérations de toutes sortes, c'est des opérations d'aménagement, des zones d'activité, des zones d'habitation, c'est des opérations de construction, on va surtout parler de ça aujourd'hui, des constructions d'écoles, des constructions d'EHPAD, des constructions de centres de secours, de piscines, de toutes sortes de projets. Encore une fois, 110 projets en cours, donc une grande variété de projets. Et puis vous qui nous écoutez, vous êtes soit des élus, et donc nouvellement élus ou réélus, puisqu'on est dans le cadre d'un début de mandat, soit des directeurs généraux de services, des directeurs techniques, ou des collaborateurs des collectivités sur le territoire du Grand Est. Ces webinaires ont lieu une fois par mois. Vous serez bien entendu invités à chaque fois. Lors des deux précédents webinaires, nous avons parlé de la programmation et nous avons parlé de la concession d'aménagement. Je le repréciserai en fin de présentation, mais ces webinaires sont disponibles sur YouTube. Nous y reviendrons. Voilà, merci de m'avoir écouté. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet sur le marché global de performance et tout de suite rappeler les principaux enjeux du marché global de performance. Premier enjeu, il s'agit d'un outil juridique récent puisqu'il date de 2016 dans l'arsenal juridique et plus précisément pour répondre aux problématiques de la transition écologique, le législateur a voulu mettre en œuvre un nouvel outil juridique, c'est le contrat global de performance. Et il se trouve que malgré le fait qu'il soit récent, c'est un outil qui est bien maîtrisé par SEBL Grand Est, puisque nous y reviendrons tout à l'heure. Nous avons un certain nombre de références dans le domaine et nous avons maintenant une bonne pratique
du fonctionnement du contrat global de performance et de dans quel cas il est particulièrement adapté. C'est forme de marché qui est particulièrement recommandée par l'État. Je ferai juste trois références. D'abord, la circulaire tertiaire qui date du 23 juillet 2019. C'est la circulaire tertiaire, c'est celle qui définit les nouvelles contraintes des collectivités en matière d'adaptation de leur patrimoine bâti aux contraintes de la transition écologique. Vous avez un certain nombre d'obligations à remplir. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est le plan de relance. Le plan de relance a un certain nombre de dispositifs qui sont plus particulièrement destinés à lutter contre les passoires énergétiques. Et donc, le contrat global de performance est un des éléments qui permet d'atteindre les objectifs de ce plan de relance. Et d'ailleurs, c'est la troisième référence, le Premier ministre a produit une circulaire qui date du 21 janvier dernier, le 21 janvier 2021, dans lequel il recommande particulièrement le contrat global de performance comme un des outils pour atteindre les objectifs du plan de relance. Quatrième point, pardon, il s'agit d'une approche globale. Une approche globale, ça veut dire une approche qui englobe à la fois la construction du bâtiment, mais aussi l'utilisation du bâtiment. Et c'est une petite révolution. Aujourd'hui, on ne conçoit plus, comme c'était le cas auparavant, un bâtiment comme un élément qu'on construit, qu'on livre au maître d'ouvrage, et puis le maître d'ouvrage se débrouille avec. Aujourd'hui, on conçoit un bâtiment comme un outil qui est doté d'un certain nombre de performances sur lesquelles les constructeurs s'engagent, et l'utilisateur, l'outil est livré, il continue, le constructeur, continue d'être responsable de la façon dont le bâtiment est utilisé. Cinquième enjeu, il s'agit d'un véritable confort pour le maître d'ouvrage. C'est un élément très important sur lequel reviendra Jean-Louis Morat, parce qu'aujourd'hui, le maître d'ouvrage n'a plus qu'un seul interlocuteur, c'est un groupement, mais un seul interlocuteur qui s'engage à la fois sur la construction et les performances énergétiques du bâtiment. Et puis enfin, c'est un contrat qui juridiquement est extrêmement sécurisé. Le législateur l'a voulu comme ça et qui, par conséquent, c'est très important pour les collectivités, juridiquement, apporte un grand nombre de sécurité. Voilà, pour terminer sur cette petite introduction, trois grandes finalités. Première finalité, vous l'avez bien compris, il s'agit d'associer la construction et l'exploitation de l'ouvrage. Deuxième finalité, il s'agit de définir des objectifs mesurables. Et troisième finalité, il s'agit bien entendu d'atteindre obligatoirement ces objectifs. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Louis Morat qui va détailler les enjeux techniques et le déroulé du contrat global de performance. Jean-Louis, je te passe la parole. Oui, merci Jérôme. Bien évidemment, donc le marché global de performance, comme on l'a dit tout à l'heure, a été créé par l'ordonnance du 23 juillet 2015. Donc c'est un marché qui est relativement récent, même s'il provient d'autres contrats plus anciens. Donc ce nouveau type de marché offre donc la possibilité au maître d'ouvrage public d'avoir recours, comme on l'a dit, à des marchés globaux, un marché global. Donc c'est une évolution relativement importante dans le cadre où effectivement, au jour d'aujourd'hui, les acteurs de l'acte de construire attendent de leur bâtiment une efficacité et une performance dans la réalisation et dans l'exploitation de leurs ouvrages. Donc le but pour le maître d'ouvrage public, c'est donc de conclure un marché global. Donc ces derniers associent donc l'exploitation et la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation des ouvrages afin donc de remplir des objectifs chiffrés et mesurables de performance. Alors on notera par ailleurs que ces objectifs de performance ne sont pas uniquement des objectifs basés sur la performance énergétique de l'ouvrage. Les performances peuvent s'exprimer notamment en qualité de service, en qualité d'usage, en qualité effectivement avec des incidences environnementales, écologiques ou encore en niveau d'activité. Donc c'est relativement varié. Ces marchés globaux, il faut le préciser, représentent donc une exception à la règle de l'allotissement et donc au principe de la séparation de la conception et de la réalisation des travaux. Du fait, il ne nécessite qu'une seule procédure pour choisir un groupement qui associe donc la maîtrise d'œuvre, le concepteur et tous les corps d'État qui eux seront les réalisateurs à l'acte de construire. Du fait, il s'avère généralement plus efficace que les marchés allotis pour garantir les coûts, les prestations et les délais de réalisation. On notera
également que du fait de leur structuration, ces marchés donc seront conclus idéalement avec une entreprise générale ou un groupement qui sera composé effectivement d'une équipe de conception et d'un entrepreneur ou d'un groupement d'entreprises. Cette situation juridique, comme on l'a dit tout à l'heure, sécurise évidemment le maître d'ouvrage contre le risque de défaillance des parties sous-traitantes. À partir du moment où on l'a connu lors de la crise des subprimes, on a eu, suite à ces crises conjoncturelles, de vrais problèmes de défiance d'entreprise. Il est fort à parier que suite au Covid, on ait les mêmes problèmes, et donc ce marché qui généralement, donc qui globalement permet au maître d'ouvrage de ne pas être exposé à la défaillance d'entreprises sous-traitantes. Alors il y a trois types de marchés globaux, qui sont donc les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance et les marchés globaux sectoriels. Alors, le conception-réalisation, c'est quelque chose qu'on connaît, qui était déjà donc dans l'ancien code des marchés, sauf que pour y recourir, il fallait justifier d'une technicité du projet telle qu'elle nécessitait immédiatement, expressément, d'associer la technologie de l'entrepreneur et celle du concepteur. Une telle justification donc ne permettait pas de recourir de manière, je dirais, rationnelle et rapide à ce type de marché, à tel point que cette pratique induisait souvent des demandes en justification de l'ordre des architectes qui voyaient dans cette procédure une remise en cause de leur rôle de concepteur indépendant. Aujourd'hui, c'est plus le cas et ces marchés peuvent être utilisés beaucoup plus facilement. Les marchés globaux de performance, donc eux, on pourrait les comparer aux anciens REM, donc réalisation, exploitation, maintenance, ou CREM, conception, réalisation, exploitation, maintenance. Mais une fois encore, à l'époque, les conditions pour y recourir étaient relativement contraignantes. Aujourd'hui, elles sont simplifiées et donc on peut recourir de manière très facile à ces marchés globaux. Le troisième type de marché global, c'est le marché global sectoriel. Alors, le marché global sectoriel, comme l'on l'indique, est réservé à certains secteurs. Alors, sans rentrer dans les détails, ces secteurs sont des secteurs qui concernent l'État ou les grandes collectivités. Néanmoins, et nous intéressant pour la réalisation d'ouvrages d'équipements de santé ou d'équipements médico-sociaux, on peut également recourir à ces marchés dits sectoriels. Alors, ces marchés sectoriels, pour les établissements de santé, sont régis par l'article L124.4 du Code de la sécurité sociale. Alors, ces marchés globaux ne sont pas conditionnés pour le coup par des motifs d'ordre technique ou d'objectifs de performance. Ce qui veut dire qu'ils peuvent être utilisés en ne privilégiant que la conception et réalisation de l'ouvrage, hors toute notion d'entretien-maintenance. C'est une subtilité, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Donc pour le maître d'ouvrage, les marchés globaux sont quand même relativement nombreux au niveau de leurs avantages. Donc déjà, on a une garantie de l'atteinte des résultats. Du fait d'engagements de performance mesurables, donc on prend en compte dans ces marchés un certain nombre d'éléments, dont notamment la prise en compte du marché global, du coût global, qui se rattache à la notion du cycle de vie de l'ouvrage. Donc ce critère permet au maître de l'ouvrage d'avoir une vision à moyen et à long terme de la performance de son ouvrage. On peut y associer, si on le souhaite, du BIM exploitation, ce qui permet là également d'avoir une gestion optimisée de l'ouvrage en termes de maintenance à long terme. Ces marchés ont une sécurisation juridique, on l'a dit, par rapport aux anciens marchés qui ne présentent aucun risque de requalification pour le maître d'ouvrage public. Aucune motivation n'est à apporter pour recourir aux marchés globaux de performance. Du fait, les risques d'annulation suite à un recours sous forme de marché dérogeant à la loi MOP et à l'investissement sont quasi nuls. Il n'y a aucune limitation de principe à l'utilisation de ces marchés par rapport aux anciens CPE qui, eux, étaient vraiment limités à une performance énergétique. Donc ces contrats sont utilisables pour le bâtiment comme pour le TP, travaux publics, sans aucune exigence en ce qui concerne la nature de l'ouvrage, du bâtiment, son importance ou sa complexité. On notera toutefois que la rémunération des prestations d'exploitation-maintenance doit bien être au niveau du marché, doit bien être identifiée, car effectivement, ces marchés, donc ces prestations de maintenance, font-elles l'objet de pénalités en cas de non-atteinte de la performance. Donc on revient sur la notion de performance. La liberté du maître d'ouvrage concernant cette notion de performance est relativement importante. Elles peuvent se trouver incluses dans tous les aspects du projet. Par contre, ces performances doivent être mesurables et les procédures donc doivent être clairement identifiées dans le contrat, les mesures qui permettent d'atteindre ces performances.
Concernant la notion de pénalité, donc à l'obligation de l'atteinte de performance est liée une notion de pénalité. Ces pénalités doivent être quand même substantielles et elles sont directement liées à la non-obtention des performances requises. Concernant maintenant les notions d'entretien-maintenance, le maître d'ouvrage définit librement ses besoins en entretien-maintenance, dans le cadre de l'ampleur de cette maintenance ainsi que dans sa durée. Par contre, autant l'ampleur que la durée doivent être suffisamment dimensionnées pour apparaître comme pertinentes, bien qu'aucune précision réglementaire ne vienne encadrer ces notions de maintenance dans le cadre d'un MPGP. De même, il n'y a pas de durée limitée de cette maintenance. Pour autant, elle doit être suffisante pour que la performance du marché soit atteinte. On estime qu'une maintenance inférieure à 12 mois, ça commence à être compliqué. Jusqu'à 48 mois, ça peut tout à fait s'entendre. Au-delà, on peut penser que on a eu le temps effectivement de mesurer les performances du bâtiment. Donc, dans le cadre des marchés globaux et afin de bien identifier le coût du projet en conceptualisation et le coût d'entretien-maintenance, on a bien dit ces deux notions seront séparées dans le montant du contrat global. Le maître d'ouvrage, pour recourir à ces types de contrats, a plusieurs modes de passation possibles. Ces modes de passation sont diverses et ils sont fonction effectivement des seuils des procédures. Donc, au-delà d'un certain seuil en procédure formalisée, en deçà, on peut effectivement recourir à des modes de passation de MAPA pour faire ce type de marché. Concernant effectivement la manière dont ce marché se déroule, lui, on recourra dans ce cas-là à une procédure concurrentielle et de négociation ou à un dialogue compétitif qui sont les procédures les plus adaptées pour gérer ce type de marché. Ils seront effectivement attribués sous le fondement d'un nombre de critères importants et dans ces critères, évidemment, on aura le coût global et plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance et de maintenance. Voilà. Parfait, merci beaucoup Jean-Louis. Alors beaucoup de technicité, beaucoup de détails, mais ce sont des détails qui sont issus de l'expérience, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, SEBL Grand Est et particulièrement, il faut le dire, Jean-Louis Morin connaissent bien par la pratique le contrat global de performance. Alors nous vous passons à l'écran un certain nombre de références parmi les références de SEBL Grand Est. Vous voyez que ce sont souvent des bâtiments qui ont de la complexité, mais de plus en plus, on va vers l'application du contrat global de performance à l'ensemble des bâtiments au moins d'une certaine taille, donc des centres aquatiques, des ensembles scolaires, des EHPAD, tout un tas de projets sur l'ensemble du territoire sur lequel nous avons accumulé aujourd'hui une bonne expérience. Il y a un cas sur lequel Jean-Louis va revenir pour vous l'expliquer et pour illustrer un peu les propos dans les quelques minutes qui nous restent. C'est la maison de l'habitat et du développement durable d'Épinal. Jean-Louis, je te repasse la parole. Merci Jérôme. Oui, effectivement, donc la maison de l'habitat et du développement durable d'Épinal, c'est un cas concret sur lequel effectivement on avait été appelé dans un premier temps à faire la programmation de l'ouvrage et devant effectivement les attentes très très importantes en termes de performance et d'exemplarité de ce bâtiment, on a vite orienté la collectivité sur un marché global de performance. Donc ce marché global de performance, on l'a programmé avec eux. Et donc en gros, on est sur un bâtiment au jour d'aujourd'hui qui est un bâtiment à structure bois. C'était une demande, c'était une attente de la collectivité qui est dans les Vosges et qui présente effectivement un grand nombre de performances qu'on a effectivement définies depuis la programmation et qu'on va suivre jusqu'à la réception de livraison d'ouvrage et même au-delà. Donc il y a de la performance énergétique bien évidemment. C'est une conception bioclimatique. Ce bâtiment a une enveloppe performante et on gère effectivement de manière importante les apports solaires. Ce bâtiment, évidemment, dans ce cas de figure, est étanche à l'air. C'est un bâtiment donc qui acquiert ses autoventilations, mais qui sont elles totalement gérées par effectivement des systèmes de gestion intégrés. On a une radiation des systèmes énergétiques. On utilisera la géothermie et on respectera le niveau E3 de l'expérimentation énergie carbone. Concernant la performance environnementale, ce projet, donc là aussi, devait respecter l'expérimentation énergie carbone. On en fait un projet qui doit respecter le niveau 1, le niveau carbone 1 du référentiel. À chaque étape du projet, donc depuis sa conception, même sa programmation, mais sa conception, sa réalisation, le niveau de gaz, d'émission de gaz à effet de serre est contrôlé et doit respecter l'engagement contractuel. Au niveau confort d'usage, donc on a effectivement des niveaux minimums qui étaient inscrits au niveau du confort d'usage en termes d'hygrométrie, de confort d'été avec des températures contraintes
de confort lumineux, avec une autonomie en lumière du jour qui était requise, et de confort acoustique, notamment du fait que le site se trouve quasiment au niveau des voies ferrées du réseau ferré d'Épinal, et donc globalement, on avait cette contrainte acoustique qui était relativement importante. Au niveau des performances et de leur garantie, les performances imposées effectivement et mesurables bien évidemment, ont fait l'objet d'un plan complet de mesure et de vérification, ainsi que de contrôle, depuis leur conception, qui se continuera pendant la réalisation et jusqu'à la réception de l'ouvrage, et qui devront ensuite être confirmés dans les 48 mois d'entretien et de maintenance comprises dans le marché initial. Concernant les coûts et les qualités de prestations, donc l'intégration des prestations d'entretien maintenance au marché, ainsi que les dispositions coercitives et d'intéressement pour la garantie des performances, assurent donc au maître d'ouvrage une conception rigoureuse et un contrôle du montant global de l'opération qui est contractualisé dès la notification du marché. On passe au slide suivant. Donc, dans le cas de la maison de l'habitat et développement durable d'Épinal, donc on a bien évidemment géré plusieurs éléments tels que je vous les avais indiqués. La mise en place d'un dispositif de mesure et de vérification tout au long du projet, la conception et l'exploitation maintenance, et ça c'est valable bien entendu pour tous les marchés globaux de performance. On s'est basé sur une consommation garantie sur une base énergétique qui regroupe les 5 postes de la réglementation thermique. Et là, on a été quand même relativement loin parce que la consommation est garantie sur cette base. Toute la production d'électricité produite sur le site, qu'elle soit photovoltaïque ou cogénération, elle est mesurée, elle est garantie et elle est suivie. On assurera effectivement que le bâtiment aura une consommation réduite à 40% par rapport à celle du même bâtiment qu'un niveau de prestation conforme à la RT 2012, qui est la norme en vigueur actuellement. Et sur la base du référentiel de l'expérimentation énergie carbone, on aura un bâtiment dont le niveau à atteindre sera E3C1. Merci Jean-Louis. Je précise que ce bâtiment que vous voyez au centre de la slide, ce bâtiment a été pris, ou en tout cas ce projet de bâtiment a été primé dans le cadre du CIATI à Paris l'année dernière comme étant le projet le plus innovant pour 2021. Voilà, avec SEBL Grand Est et la ville d'Épinal. Merci Jean-Louis. Je me mets à la place des gens qui nous écoutent et qui se disent tout ça est très beau et très précis. Mais maintenant, comment on fait concrètement si on a un projet dans notre commune? Alors, déjà, bien évidemment, pour dérouler un contrat global de performance, on va passer par une programmation. Donc, idéalement, pour cette programmation, on recrutera un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est le rôle, évidemment, des CEBL d'accompagner les collectivités territoriales et même les privés dans le rôle, effectivement, d'assistant à maîtrise d'ouvrage pour justement vous guider dans la réalisation de ce type de marché. Donc, parce qu'un marché global de performance, évidemment, lui, en sus de la programmation fonctionnelle, il faudra effectivement réaliser toute la programmation environnementale et énergétique de l'ouvrage, et c'est un travail relativement minutieux, relativement important, et qu'on mène en collaboration avec la collectivité. Donc, vous démarrez bien évidemment par une mise en concurrence, plus ou moins contraignante en fonction du seuil sur lequel on se positionnera. Cette mise en concurrence vous permettra de désigner l'AMO, donc qui sera en charge bien évidemment de la programmation fonctionnelle telle qu'on l'a dit, ainsi que de la rédaction du cahier des charges de performance ou du cahier des charges environnementales, selon ce qui sera privilégié. Cet AMO, à partir du moment où il aura monté l'ensemble des dossiers qui permettront effectivement d'avoir le programme fonctionnel, le programme technique, le programme d'entretien maintenance, participera effectivement au recrutement des prestataires. Donc des prestataires qui seront effectivement une équipe de conception, réalisation, entretien, maintenance. Donc en gros un concepteur, architecte, des bureaux d'études et une entreprise générale ou un groupement d'entreprises. Ces personnes seront recrutées sur compétences, donc dans un premier temps par un jury qui sélectionnera donc sur les groupements qui ont répondu, en moyenne 3 groupements qui eux seront habilités à réaliser le projet. Donc qui participeront donc à la réalisation de ce projet réalisé sous la forme d'un marché global. Ce marché global, lui, la procédure qui sera suivie pour l'analyser, ça sera la procédure du dialogue compétitif ou la procédure concurrentielle négociée. Donc, ça veut dire qu'à chaque étape, il y aura effectivement une analyse par l'AMO de l'ensemble du projet. Il y aura ensuite des auditions qui seront souvent multiples. Il y a souvent plus d'un tour d'audition. Ces auditions permettent effectivement que ce projet soit présenté, soit effectivement, validé ou critiqué par le maître d'ouvrage.
Et ces auditions et ces diverses phases permettent de le faire évoluer de manière à ce que le projet final soit conforme aux attentes du maître d'ouvrage. Chaque projet évoluant dans son propre jus sans qu'aucune interaction ne vienne entre les projets. Chaque projet est autonome et doit être analysé de manière autonome par les divers sapiteurs au fur et à mesure de l'évolution du projet. Et au final, le projet qui sera jugé le plus pertinent en termes donc de l'ensemble des critères sera lui effectivement attribué au prestataire par de nouveau le jury. Tout ça donnera lieu effectivement donc à la signature d'un marché, donc d'un marché qui sera un marché de travaux, qui sera un marché de travaux global associé à de l'entretien et maintenance, qui sera d'un niveau APS+, donc avant projet sommaire, avec l'ensemble des éléments qui permettront effectivement d'y associer donc l'entretien et la maintenance. À partir du moment où ce marché est notifié, donc démarrent les procédures légales, donc le dépôt de permis de construire et les études d'exécution pour aller effectivement préciser ce qui reste à préciser dans le cadre du démarrage des travaux. La réalisation des travaux se fait à la fin des études d'exécution comme dans une procédure classique, réception et livraison de l'ouvrage, et bien évidemment par la suite le suivi des performances environnementales et énergétiques sur une durée donc qui aurait été définie dès le départ. Merci Jean-Louis, c'est très complet. Vous réalisez que le contrat global de performance est un outil contractuel qui permet de gérer la complexité propre à ce type de projet. Il me reste 2 minutes pour conclure. Je vais conclure en 6 points, juste pour récapituler l'ensemble des choses qui ont été dites. Le contrat global de performance, c'est la solution pour la transition énergétique. Jean-Louis Morat a précisé tout à l'heure que c'était la solution en fait pour tous les projets qui comprennent des performances mesurables. Donc c'est pas seulement la performance énergétique, c'est principalement la performance énergétique. Le contrat global de performance vous permet, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, de répondre aux contraintes imposées par la loi environnementale et nous vous avons donné les références. Il permet deuxièmement de bénéficier des financements du plan de relance. En tout cas, c'est l'une des voies qui permet de bénéficier des financements du plan de relance. Il vous permet à vous, élus ou collaborateurs d'une collectivité, de profiter d'un outil qui est adapté aux attentes environnementales croissantes de vos administrés, qui est de plus en plus exigeante en matière de qualité d'usage. C'est un outil qui vous permet d'intégrer l'usage du bâtiment dans les engagements que prennent les entreprises de construction. Et vous avez bien compris que ce caractère global du projet est quelque part une petite révolution culturelle. Ça vous permet donc de mesurer durablement les performances énergétiques de votre patrimoine bâti. Et enfin, c'est une procédure qui est extrêmement sécurisée, pas seulement parce qu'elle est globalisée, mais parce que le législateur a voulu que le contrat global de performance soit un contrat particulièrement sécurisé juridiquement par rapport à ce qui existait auparavant dans le code de la commande publique. Voilà, on a tenu, je crois, notre engagement. Il est 32, donc je vous avais promis de faire ça en 30 minutes. On a fait ça assez exactement en 30 minutes. Le webinaire, pour autant, n'est pas tout à fait terminé. D'abord, à la suite ou pendant notre intervention, il peut y avoir un certain nombre de projets qui vous sont venus à l'esprit. Qui peuvent être des projets qui sont liés directement à la transition énergétique, mais qui peuvent être plein d'autres projets. On est à votre disposition. Vous avez reçu il y a quelques mois dans chacune des collectivités de la région Grand Est le guide pratique de l'élu qui recense toute une série d'opérations avec des descriptifs techniques que vous pouvez être amené à entreprendre, soit parce que c'est des engagements que vous avez pris qui ont été pris au cours de la campagne électorale, soit parce que c'est des projets que vous avez en début de mandat et comment SEBL peut être à vos côtés pour vous aider. Nous allons, en tout état de cause, revenir vers vous par le biais d'un mail que nous allons envoyer à chaque participant, à chacun d'entre vous, prochainement pour vous proposer de vous rencontrer et d'étudier vos projets particuliers. Je vous rappelle que c'est là le 3e webinaire. Les 2 précédents webinaires sont disponibles sur YouTube. Même chose, on va vous envoyer les références de façon à ce que vous puissiez les visionner si vous le souhaitez. Le premier était sur la programmation,
une des missions essentielles de la maîtrise d'ouvrage. Le deuxième était sous concession d'aménagement. Nous ferons probablement fin avril un nouveau webinaire sur le thème de la réhabilitation des friches industrielles, encore un sujet extrêmement stratégique sur lequel nous avons beaucoup de choses à vous dire. J'en viens maintenant aux questions qui vous ont été posées et je me tourne vers Océane qui m'indique les quelques questions qui ont été posées pendant ce webinaire. Alors, je les découvre en même temps que vous. Première question, comment contractualiser une étude de programmation pour la réhabilitation d'un bâtiment public? Jean-Louis, je te repasse la parole. Oui, merci Jérôme. Oui, effectivement, tout dépendra effectivement de la notion de coût d'opération, donc qui va déterminer donc ensuite en fonction donc des seuils les procédures ad hoc. Si on est effectivement sur une opération d'un montant moyen, on va sans doute être sur une mission de programmation qui peut être une mission de gré à gré inférieure à 40 000 euros. Si c'est juste de la programmation technique, de la programmation fonctionnelle, c'est quelque chose qui est largement dans les seuils. Si maintenant cette programmation donc doit s'assortir du montage globaux des marchés de performance, donc là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus gros, de beaucoup plus complexe, et là on risque effectivement de passer sur une procédure de contractualisation en MAPA. Mais bon, toutes les procédures de contractualisation sont possibles, comme pour un marché classique, donc on va de gré à gré au MAPA. On sera beaucoup plus rarement sur du formalisé. Pour une programmation, on ne sera jamais à ce niveau-là. Merci Jean-Louis. Alors, la deuxième question qui nous vient de la Marne. Vous dites que le contrat global de performance permet de répondre aux nouvelles exigences que la législation impose aux collectivités en matière environnementale. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette législation? Alors, très rapidement, la référence que j'avais en tête, c'était la circulaire tertiaire du 27 juillet 2019. C'est vrai que cette circulaire oblige les collectivités pour tous leurs bâtiments de plus de 1000 mètres carrés à atteindre des nouvelles performances environnementales qui sont précisées de la façon suivante. Il est prévu que les consommations en énergie doivent diminuer de 40% en 2030, de 50% en 2040 et de 60% en 2050. Donc, la première échéance, c'est 2030. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer à se préoccuper du sujet dès aujourd'hui, parce que, encore une fois, ce sont des obligations qui pèsent sur la tête des collectivités. La question suivante est pour toi, Jean-Louis. On me demande combien ça coûte. Je ne dis pas d'où provient cette question. La question est combien ça coûte un contrat global de performance. Oui, c'est toujours là où effectivement la question qui qui est la plus intéressante pour les collectivités, c'est combien ça coûte. Alors combien ça coûte? Eh ben là encore, ça dépendra effectivement de l'opération. Il est clair qu'un contrat de global de performance pour un centre aquatique à 17 millions et un contrat global de performance pour un groupe scolaire à 3 millions, c'est pas la même chose. Donc on va comparer ça à une procédure d'allotissement. Entre une loi MOP, donc conception de loi MOP et une réalisation derrière. Donc en réalité, ça coûte pas plus cher dans le sens où dès le programme initial, on part sur ce type de marché. Donc si on exclut effectivement l'entretien maintenance qui a un coût et qui globalement ne rentre pas dans le coût de la conception-réalisation, un marché global de performance qui est bien calibré ne coûte pas plus cher qu'un marché en allotissement. Contrairement à un marché en allotissement qui, pour des raisons X ou Y, à un moment donné, partirait en entreprise générale, où là, on prendrait 10% d'un coup entre les estimations du maître d'œuvre et la réalisation qui ne serait pas de lotissement, mais de l'entreprise générale. Autant dans le cadre du MPGP, comme tout ça, c'est prévu depuis le départ, c'est cadré sur le montant du programme, et donc, globalement, derrière, vous n'avez pas de surprise. Donc, encore une fois, le coût dépend de la nature de l'opération, mais il n'est pas plus important qu'un marché en allotissement. Bon, merci Jean-Louis, c'est très important. Je retiens ce que tu viens de dire. C'est pas plus important de passer par un contrat global de performance. Je voudrais compléter ta réponse en disant, rajoutant deux choses. En fait, la vraie question devrait être, ou sera dans quelques temps, combien ça coûte de ne pas passer par un contrat global de performance. Et je pense notamment à deux choses très importantes. La première, c'est que un contrat dans lequel il n'y a pas d'engagement ferme qui soit pris sur la consommation d'énergie après la livraison de l'ouvrage, c'est un contrat qui par lui-même présente des risques de dérive pour le maître d'ouvrage. Voilà. Et donc ça, c'est
Ça, c'est un vrai coup de ne pas passer par le contrat global de performance. Et puis, il y a un deuxième coup auquel tu as déjà fait allusion, Jean-Louis, tout à l'heure, et sur lequel je voudrais revenir, c'est que le contrat global de performance permet d'apporter une solution extrêmement sûre en cas de défaillance d'entreprise pendant la période du chantier. Et la défaillance d'entreprise pendant la période de chantier sur un contrat classique, ça peut faire perdre beaucoup de temps et coûter très cher au maître d'ouvrage. Voilà, donc c'est deux points sur lesquels non seulement ça coûte pas plus cher, mais probablement c'est une grosse source d'économie. Je passe rapidement à la question suivante, Jean-Louis. Combien de temps ça prend un contrat global de performance? Là aussi, c'est pareil en termes de comparaison. Est-ce que c'est plus long? La même chose, il faut effectivement comparer ce qui est comparable, donc en fonction du type d'opération. Donc on prend le même opération, le même ouvrage, donc on prend un ouvrage relativement complexe qui est un centre aquatique par exemple. Eh ben, globalement, le délai en marché de conception et entretien maintenant sera inférieur, parce qu'en réalité, dès la phase donc d'étude du projet, il y a un certain nombre de phases de conception qui sont déjà intégrées. Donc, par rapport à une conception classique en WAMOP, on va gagner du temps de réalisation plus sur les études en réalité que sur la réalisation de travaux qui, elle, peu ou prou serait identique. La seule différence fondamentale sur la réalisation de travaux, c'est encore une fois que si on n'a pas de défaillance en cours d'exécution, eh ben, on a des aléas en termes de délai qui ne seront pas les mêmes que sur l'allotissement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opérations d'allotissement qui se passent bien, mais globalement, on sécurise ce point-là. Donc là, encore une fois, il n'y a pas plus de temps. Au contraire, on est même par rapport à une maîtrise d'œuvre classique, on peut gagner, allez, on va dire un minimum de 4 à 5 mois sur une opération sur la base d'un marché global de performance. Magnifique. Allez, rapidement, les deux dernières questions. Une question qui nous vient d'Alsace. On me dit, j'ai un projet dans ma commune pour laquelle je voudrais creuser la question. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Alors, la réponse est oui, bien entendu. N'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail, par SMS. Vous avez le numéro d'Océane sur l'écran. En nous appelant, on viendra vous voir. Toute la question maintenant, effectivement, c'est que toute cette partie théorique qu'on vient de développer, c'est de l'appliquer concrètement sur des cas concrets. C'est là que ça prend de la valeur et ben ça se fait qu'en étudiant concrètement chacun de vos projets. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Ça n'engage bien sûr à rien et on viendra voir avec vous comment on peut vous accompagner. La dernière question est on me demande de bien vouloir diffuser le PowerPoint qui est présenté. Alors on va le faire avec plaisir, vous allez le recevoir. Chacune des personnes qui avaient assisté à ce webinaire va le recevoir avec un bonus qui est le lien vers les précédents enregistrements et vers l'enregistrement de ce webinaire. Voilà, nous en avons terminé avec les questions. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pour garder le contact, vous avez à l'écran les différents moyens pour nous contacter. Et je vous dis à la prochaine fois, donc probablement fin avril, pour parler de la reconversion des friches industrielles, qui encore une fois, je le répète, est un sujet extrêmement important. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.